soit on se dit que le monde est à notre disposition, on peut le saccager comme on veut, soit on dit qu'on a un pouvoir sur ce monde. C'est pas la peine d'aller chercher l'intelligence ailleurs si on n'arrive même pas à se rendre compte combien il y a d'êtres sentients, intelligents, conscients autour de nous. La Martine disait qu'on n'a pas de cœur, un pour les animaux et un pour les humains. On a un cœur ou on n'en a pas. Alors maintenant, eh bien, on entend souvent parler de nos amis les animaux. Mais quand je vois comment on les traite, j'ai un petit peu de mal. En tout cas, si moi j'étais un animal, je ne voudrais pas être l'ami des humains. Et pourtant, ils ont droit aussi... vous avez vu quelques chiffres tout à l'heure. Et je voudrais maintenant accueillir nos amis de L214, Sébastien et Brigitte, qui justement vont nous parler de nos amis les animaux. Ovation. Je suis extrêmement admiratif du travail qu'ils font parce qu'ils consacrent toute leur existence à ça, aider les animaux. Les animaux ne peuvent pas se défendre tout seuls. Ils n'ont que nous, justement, pour pouvoir les défendre. Et ils se sont fait justement les défenseurs des animaux et notamment dans les abattoirs, les animaux d'élevage. Ils font un travail absolument admirable. Je sais même pas quoi dire tellement c'est magnifique ce qu'ils font. Et franchement, ils ont un mérite immense. Alors je vais leur laisser la parole maintenant. Ils vont justement vous parler du bien-être animal, je pense, c'est ça. Hein. Et puis de plein d'autres choses aussi. Je ne sais pas d'ailleurs ce qu'ils vont vous dire, hein. C'est la surprise. Donc je vous laisse en très bonne compagnie et on se retrouve tout de suite après. Parce qu'en ce moment même, à l'Assemblée nationale, il y a une loi qui est en train d'être débattue, votée, triturée dans tous les sens. Une loi sur l'alimentation et l'agriculture, justement. Et on voit à quel point les politiques en France sont déconnectés de la réalité de ce qu'on peut présenter aujourd'hui, de ce qu'on a déjà vu sur les chiffres, dans les présentations, dans les slides, à quel point ils ont une vision à court terme du monde, et à quel point ils ont les oreilles ouvertes aux lobbies qui défendent des intérêts totalement privés, et à quel point il faut s'accrocher et persévérer, et à ce moment-là, pour pas se décourager. Ouais. Alors, juste pour vous présenter, j'ai le micro. Donc moi, je suis Sébastien. Je suis né en Auvergne, au Puy-en-Velay, en 1973, donc je suis plus très jeune. Ça se voit pas, j'ai une gueule, un visage d'enfant. C'est pour ça que je essayé de faire pousser pour faire semblant. Et mes grands-parents étaient éleveurs, des deux côtés d'ailleurs, enfin éleveurs de côté de ma mère, et puis maquignons, bouchers, voilà. Et je pense que on est juste des personnes absolument, totalement ordinaires, enfin absolument rien nous prédestiner à quoi que ce soit de la vie qu'on mène aujourd'hui, ni d'être ici devant vous. Et on n'a vraiment pas de talent en particulier. Voilà, à toi Brigitte. Moi je suis un peu... Alors je suis pas petite fille d'éleveuse, paysan, boucher, charcutier. Moi je suis une fille de la ville, comme on dit. La question animale ne m'a absolument pas effleurée avant mes 20 ans et avant cette phrase complètement scandaleuse de Sébastien
qui, pendant qu'il était en train de manger le morceau d'un cochon qui avait été tué par son grand-père, qu'on avait vu grandir, s'était crié tout à coup « Oh, mais c'est un cochon, c'est un morceau de cochon ». Et on ne se rappelle absolument plus ni l'un ni l'autre la conversation qu'on a eue juste après ça. Mais ça a été la dernière fois où on a mangé le morceau d'un animal qui avait été tué exprès pour qu'on puisse le manger. Et on a été d'accord tout de suite. Donc voilà, c'était il y a très très longtemps, il n'y avait pas Internet. On était en Auvergne, donc voilà, dans des familles où on mange de la viande 2 fois par jour et des produits laitiers au petit déjeuner. Et ça a vraiment été un changement pour nos assiettes, mais enfin, je dirais pas une révolution parce que ça n'a pas été compliqué non plus. Donc voilà. Moi aussi je meuble, parce que problème technique derrière. Et comme dit Sébastien, moi j'étais prof d'électricité. Alors pas quand on a arrêté de manger les animaux, on était des étudiants. Mais après moi j'ai fait prof d'électricité, Sébastien prof des écoles. Et à un moment ça n'a plus de sens, même si moi j'aimais beaucoup ce que je faisais avec les jeunes que j'accompagnais. À un moment ça n'a plus été possible. Brigitte, elle était très engagée, notamment dans les questions humanitaires. Elle militait au sein de la Croix-Rouge. Et c'est grâce à elle qu'on a passé ensemble des formations pour devenir secouriste, notamment. Donc ça, c'était quelque chose qu'on faisait assez naturellement. Et puis un jour, il y a eu un déclic. Alors moi, mon déclic, je le raconte de temps en temps. Vous l'avez peut-être déjà entendu. C'était en lisant. Donc j'étais un grand viandard. Je cachais du saucisson sous mon lit. J'adorais vraiment la viande beaucoup. Je crois que j'avais offert un saucisson sec à mon frère pour ses 18 ans ou ses 16 ans, emballé dans un papier cadeau. Ou ses 20 ans, je reconstruis. Et puis un jour, comme disait Brigitte, j'étais sur le canapé en train de manger du lard et je lisais une bande dessinée de Le Lama Blanc de Jorodowski, qui est une espèce de voyage initiatique d'un apprenti moine, on va dire, qui se retrouve mis à l'épreuve par des moines un peu véreux. Et il y a une case où, donc au moment où il doit passer une épreuve, et il voit une carcasse de cochon mort pour l'alimentation. Et il dit que son froid et douleur face aux affres de ceux qu'on sacrifie pour notre bon plaisir. Et ça m'a bouleversé de voir ça, parce que j'ai compris à ce moment-là qu'il y avait des civilisations qui ne consommaient pas de produits animaux. Et moi qui mangeais mon lard sur mon canapé, qui était contre la chasse, contre la corrida, parce que je trouvais ça cruel, mais j'ai fait le lien avec ce que j'étais en train de manger. C'est un lien tout à fait rationnel et on s'est dit, on finit ce qu'on a dans le frigo et puis on arrête. Alors on n'avait pas toutes les informations, c'était en 93. Et donc on a continué à manger plein d'omelettes et voilà. Après on a tiré le fil pour comprendre un peu mieux. Mais c'est comme ça que ça a commencé. Donc comme quoi une petite case de BD peut avoir un sacré impact sur sa vie. Ensuite quand on nous demandait pourquoi on arrêtait de manger de la viande, je disais c'est pour raisons philosophiques. C'était pas pour ma santé, c'était pas pour l'environnement, c'était pour les animaux, mais je le formulais pas forcément de cette façon. En tout cas, c'était une démarche philosophique, éthique. Et puis on est tombé un jour en allant à Lyon, sur des militants lyonnais qui avaient commencé à rédiger une brochure. Qui est celle qui était juste avant. Nous ne mangeons pas de viande pour ne pas tuer les animaux. Et la première fois que j'ai vu ça sur un stand, c'était à la Maison de l'écologie. Je cherchais un lieu pour faire mon objection de conscience. Il y avait encore le service militaire à l'époque. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit mais mon Dieu, comment ils ont osé écrire un truc pareil sur une couverture. À quel point c'est subversif. Parce qu'aujourd'hui, on ne dirait pas que c'est subversif, mais en 93, je vous assure qu'écrire ça sur une brochure, c'est un truc juste fou, quoi. Même l'idée en elle-même, c'était incroyable. Et les gens à Lyon, alors je pense notamment à Yves Bonnardel, David Olivier, Françoise Blanchon, sont des militants qui étaient dans le milieu un peu anarchiste et qui ont traduit des textes d'auteurs anglo-saxons. Et notamment,
La libération animale. David Olivier a participé à la traduction, je crois que c'est aux éditions Grasset en 92. C'est un livre qui date de 1975 d'un philosophe australien, Peter Singer, qui s'est justement posé la question de la souffrance animale, des limites ou pas, quels sont les individus pour lesquels on doit accorder une considération. Et donc c'est un philosophe qui a été mis au défi, en gros, par des végétariens, de se poser la question éthique de la sphère morale, la sphère d'égalité morale. Et puis, vous savez, on a 2 vies, et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Et on s'est dit, arrêtez de manger de la viande dans notre coin, ça suffit pas, ça va absolument rien changer. Vous savez que on n'est pas un animal, une vie dans nos assiettes, il y a du gaspillage, c'est pas en flux tendu. Et que si on voulait avoir un impact, il fallait s'engager. On était déjà du coup engagé à la Croix-Rouge et dans d'autres causes humanitaires, et on s'est dit, c'est la question animale, la question de notre rapport, de la place qu'on accorde aux autres animaux sur notre société, c'est une question politique. Et là, en fait, ce qui est fondateur pour le mouvement pour les animaux, c'est vraiment cette question du spécisme. C'est-à-dire que, alors on a entendu beaucoup de choses, hein, quand on est présenté par d'autres, parfois ça part un petit peu loin, mais le spécisme, c'est cette discrimination qui fait que si vous appartenez à l'espèce humaine, le moindre de vos désirs, la moindre de vos envies, compte infiniment plus que même des besoins fondamentaux des autres animaux. C'est-à-dire que si moi, j'ai envie de manger de la viande, mon intérêt, mon envie à manger de la viande va prévaloir sur l'intérêt à ne pas souffrir ou à vivre des autres animaux. Et du coup, le mouvement antispéciste, bien sûr, reconnaît qu'il peut y avoir des différences entre les différentes espèces. Évidemment, une vache n'a pas les mêmes besoins qu'une poule, qui n'a pas les mêmes besoins qu'un être humain. Mais cette différence entre les individus d'espèces différentes n'est pas censée nous offrir une justification aux différentes choses qu'on fait subir aux animaux juste parce qu'on refuse de prendre en compte leurs propres intérêts. Au moment de l'abolition de l'esclavage, il y avait Jeremy Bentham qui a dit là voilà, on vient de faire un pas en avant, chouette, et il continuait de se poser la question, en fait, est-ce que vraiment la question c'est peuvent-ils raisonner, peuvent-ils parler? En fait, la question fondamentale c'est peuvent-ils souffrir? Et en fait, on arrive sur... alors, c'était pas le seul qui se posait des questions. Hein. En fait, ça fait très très longtemps qu'on se pose ces questions de notre rapport aux animaux. Il y avait Pythagore, là je suis en train de réviser avec mon fils pour le brevet, donc il me torture un peu avec son théorème. Mais en fait, entre 2 triangles rectangles, il se posait la question de la légitimité de continuer à faire tuer des animaux pour les manger. Donc c'est une question qui traverse l'humanité en fait depuis très longtemps. Jeremy Bentham, au moment de l'abolition de l'esclavage, s'est posé cette question. Et le critère qu'il détermine, c'est effectivement celui de la souffrance. Et même plus loin, celui de la sentience. La sentience, c'est cette capacité à ressentir des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Et en fait, autour de la sentience, il y a cette question de percevoir. D'être sensible, d'éprouver des émotions, de formuler des désirs finalement, de se mettre en œuvre pour atteindre nos objectifs, et puis cette volonté de vivre qu'on peut ressentir chez les êtres sentients. Dans notre société, en fait, on est animé par le paradoxe de la viande. On est challengé tous les jours par le paradoxe de la viande. Paradoxe de la viande, d'un côté, on n'a aucune animosité vis-à-vis des animaux. On ne mange pas des morceaux de vache parce qu'on déteste les vaches. On ne mange pas du poulet parce qu'on déteste les poulets. Pas du tout. Hein. Des fois, on mange des brocolis alors qu'on déteste les brocolis. Donc, ça n'a rien à voir. Au contraire, on a vraiment une empathie
je dirais, naturel pour les animaux. On le voit bien quand on est petit, on est juste émerveillé par les autres animaux. On a envie de découvrir, etc. On sent bien qu'on peut avoir des relations avec les autres animaux. Et de l'autre côté, on aime la viande parce que, à un moment, on ne sait pas trop. Moi, je m'interroge beaucoup. J'aimerais bien savoir comment le premier être humain a osé, a mis dans sa bouche le morceau de cadavre d'un autre animal. Voilà. Et donc entre ces deux pensées, entre d'un côté on aime les animaux, enfin moi je dirais pas que j'aime les animaux, mais juste je leur veux pas de mal. Et de l'autre côté, le fait d'aimer la viande, en fait il y a la dissonance cognitive qu'on peut résoudre de plusieurs façons. Soit on la résout par nos comportements, c'est-à-dire qu'on change, on dit bon ok, pour me mettre totalement en accord, ok j'aime la viande mais je vais arrêter d'en manger parce que c'est pas juste, parce que ça crée de la souffrance. Ou alors on va se chercher des excuses et notre société nous en amène plein. Les animaux ne souffrent pas, on l'entend encore plein de fois. Tout le monde mange de la viande parce que tout le monde mange de la viande, donc pourquoi moi j'arrêterais? Ça a été une question qui nous a animés quand on a arrêté de manger les animaux. On a cherché tous les arguments pour continuer d'en manger, on n'en a pas trouvé. Bon, tant pis pour nous. En fait, il y a une pensée qui est c'est normal, c'est naturel, c'est nécessaire, et puis en plus c'est bon. Et en fait, on a tout ça à déconstruire dans notre esprit de façon à arrêter vraiment à se mettre dans l'ambiance. Alors, avec cette pensée, d'un côté, on veut manger de la viande, et de l'autre côté, il y a l'intérêt des animaux à vivre et surtout à ne pas souffrir. Et là, aujourd'hui, même à ne pas les faire naître pour les tuer exprès. Le dilemme du tramway, je l'aime bien celui-là. C'est Guren Vegan qui l'a mis en image et il a une vidéo, il racontera ça beaucoup mieux que moi. Agir ou ne pas agir. Le problème du tramway. Voilà, un tramway qui arrive, vous êtes le petit bonhomme qui a la manette. Le dilemme du tramway, c'est un dilemme philosophique, on nous le pose de temps en temps, c'est des situations théoriques, voilà, il y a plusieurs personnes sur la voie de tramway. Si vous ne faites rien, ils se font écrabouiller par le tramway. Si vous actionnez la manette, il y a juste une personne qui meurt. Bon, c'est encore une personne. Est-ce que vous actionnez le levier ou est-ce que vous ne l'actionnez pas? Autrement dit, prenez-vous la décision de ne pas agir, mais c'est déjà une décision, c'est déjà une action, ne pas agir finalement, et de faire écraser 5 personnes, ou est-ce que vous actionnez le levier et dans ce cas-là, vous êtes responsable de la mort d'une personne. Mais dans un cas, vous êtes responsable de la mort de 5, et dans l'autre cas, d'une. La plupart des gens répondent, j'aimerais mieux que le tramway s'arrête. Oui, mais bien sûr, on vous dit, non, ça marche pas comme ça, vous n'avez pas le choix. Du coup, souvent, on choisit de faire tuer une personne plutôt que 5 et essayer de limiter les dégâts, finalement. Ça se corse? Ça se corse. Alors, de votre famille, je parle de quelqu'un que vous appréciez, mais là, vous êtes altruiste, donc normalement, dans cette salle, vous appréciez un petit peu tout le monde. Hein. Dans d'autres salles, c'est plus mitigé. Hein. Mais voilà. Donc là, vous avez un membre de votre famille, quelqu'un à qui vous êtes particulièrement attaché, puis en face, des inconnus pour lesquels vous ne leur voulez pas de mal non plus, mais tout de même, perdre quelqu'un de votre famille, c'est bien plus grave. Là, sur les pourcentages des personnes qui actionnent le levier, c'est un petit peu moins. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Oh là là, mais elle est partie loin. Non, en fait, je suis pas partie loin. Parce qu'on est en face d'un dilemme du tramway chaque jour devant notre assiette. Et ce qu'il y a de formidable avec la question animale, c'est que sur la deuxième voie, il n'y a personne. Donc voilà, agir ou ne pas agir, c'est nous qui détenons ce choix dans nos mains. Alors on peut dire oui, c'est un choix personnel. Non, on va voir que c'est pas du tout un choix personnel. Notre morale commune nous intime finalement d'actionner le levier et d'éloigner le tramway des animaux. On ne doit pas maltraiter et tuer sans nécessité. Je crois tout le monde est d'accord là-dessus, mis à part quelques psychopathes. Mais généralement, c'est une morale qu'on a commune, très forte, bien ancrée en nous. Et ce que je trouve qui est vraiment important à comprendre avec le dilemme du tramway, c'est pas simplement un choix éthique, c'est ce que disait Brigitte, c'est que ne pas actionner l'aiguillage,
c'est déjà une décision. C'est-à-dire que l'être humain sur cette planète, il a une position à part. Il ne s'agit pas de dire que justement, il n'est pas au centre. Il faut qu'on réfléchisse à notre relation avec les autres animaux. Nous sommes des animaux parmi les autres, mais nous avons une position à part, on le sait. On a le pouvoir sur cette planète, il n'y a pas un kilomètre carré sur lequel on n'a pas du pouvoir. Si on veut se le donner, on se le donne ou on ne se le donne pas. On actionne, on n'actionne pas. Mais on ne peut pas échapper à cette décision. C'est vraiment très important. Et la question de l'antispécisme, c'est-à-dire de considérer qu'appartenir à une autre espèce n'est pas en soi un critère, ça nous donne une responsabilité, ça nous fait adopter un point de vue absolument radical par rapport peut-être aux religions aujourd'hui qui ont mis l'être humain au centre. Mais il y a plusieurs interprétations au niveau des religions, c'est aussi notre responsabilité. Soit on se dit que le monde est à notre disposition, on peut le saccager comme on veut, soit on dit qu'on a un pouvoir sur ce monde de fait, il est là, comme disait tout à l'heure Bruno, il y a des faits, ils sont là, on peut aujourd'hui amener les animaux à l'abattoir ou pas, et des tonnes de décisions comme ça qu'on peut faire. Et ne rien faire, c'est déjà une décision. On ne peut pas se cacher derrière son petit doigt et dire moi je ne touche pas à cet aiguillage du train. Eh ben, tu étais à côté, tu pouvais le faire, donc tu es responsable aussi. Alors peut-être ça ne va pas avec la culpabilité que tu disais tout à l'heure. Mais bon, J'en reparlerai tout à l'heure, la culpabilité. Voilà, et donc ce qu'on demande, c'est un changement de société profond. Le nom Justel 214, pour les gens qui ne sauraient pas, ça vient justement la reconnaissance dans la loi que les animaux sont des êtres sensibles. Il y a un article du Code rural, alors aujourd'hui il y a le Code civil qui a rejoint cet article du Code rural, mais quand on a commencé à faire L214, il n'y avait qu'un seul article dans le Code français, et c'était l'article du Code rural L214. Voilà, on va oublier la question de propriété sur des animaux, mais au moins retenir celle d'être sensible. L'état des lieux aujourd'hui en France, il faut bien y passer un petit peu. Donc ça, c'est le nombre d'animaux. Je pense qu'on est dans une situation aujourd'hui dans le monde où on est dans le plus gros massacre jamais planifié. Alors, je pèse mes mots, on est dans un moment aujourd'hui où on n'a jamais de toute l'histoire de l'humanité tué autant d'animaux, fait souffrir autant d'animaux. On peut même ramener, depuis les débuts de l'humanité, on est 100 milliards d'êtres humains à s'être succédés sur cette planète. 120 milliards, voilà, c'est ça. Et donc, chaque année, donc ça c'est les chiffres, en France, on a 1,1 milliard d'animaux vertébrés et 15 milliards de poissons qui sont tués pour notre consommation. Donc, notamment pour les animaux terrestres, vertébrés, c'est des animaux qu'on fait naître pour les tuer assez rapidement. Et au niveau mondial, on est plutôt sur 69 milliards d'animaux vertébrés terrestres et 1000 milliards de poissons. C'est une évaluation, sachant qu'en France, on est un des pays au monde où on consomme le plus de produits animaux. En Chine, par exemple, ils consomment la moitié moins de viande que chez nous. Alors, ils mangent, le spectre est beaucoup plus large d'animaux qu'on consomme, mais ils en consomment beaucoup moins. Et il y a encore beaucoup d'extensifs. Et quand on regarde en France, non seulement, donc, il y a deux problèmes éthiques, il y a la question de tuer et la question de souffrir. Au niveau de la question de la souffrance, c'est pas mal, puisqu'on a 83% des 800 millions de poulets. Il y a 7 animaux sur 10 qui meurent aujourd'hui dans les abattoirs, ce sont des poulets. Donc 83% des 800 millions de poulets sont élevés sans accès à l'extérieur. Des autres animaux, c'est aussi sans accès à l'extérieur pour la plupart. Donc 7 poules sur 10. Donc, en ce moment, il y a justement un amendement qui va être voté pour ou contre l'interdiction des cages. Tout le monde est contre, sauf les députés. 7 poules sur 10 qui sont dans des cages, donc vous connaissez, une page de feuille A4, un sol grillagé, c'est pour les densités, la feuille de page A4. On coupe une partie du bec pour éviter le cannibalisme. Le sol est un peu incliné pour faire rouler les œufs. Il y a même un petit fil électrique qui passe à l'avant des œufs pour éviter que les poules aillent picorer les œufs. Pas tout le temps, mais on trouve ça aussi. 99% des lapins sont entassés dans des cages, c'est les mêmes densités que pour les poules, et voire moins. Il n'y a pas de réglementation de toute façon. Et pour les truies, on a 95% aujourd'hui des 25 millions de cochons, qui sont dans des élevages fermés sur un sol béton. Les truies passent
à peu près la moitié de leur vie dans des stalles dans lesquelles ils ne peuvent pas faire un pas en avant, en arrière simplement, ils ne peuvent même pas se retourner. Et tout à l'heure, on parlait des espérances de vie, justement. Alors, vous ne voyez peut-être pas, mais le petit trait noir, c'est la vie dans les élevages. Donc on tue des animaux en fait très précocement, très jeunes. Et l'intégralité du cercle, c'est l'espérance de vie qu'ils auraient pu espérer, justement. Et là, c'est moi qui enchaîne sur les lobbies, l'influence des lobbies et les intérêts financiers. Depuis les débuts d'L214, en fait, on se dit que les arguments qu'on avance, ils sont logiques, on amène des preuves, on fait des démonstrations, et on se confronte, là on le voit en plein, en ce moment même à l'Assemblée nationale, ça n'avance pas. Parce qu'il y a des intérêts privés qui sont qui sont pris en compte et pas l'intérêt général. Là, c'est les paroles de Jean-Paul Bigard, qui est le président du directoire du groupe Bigard. Bigard, c'est Bigard, Socopa, Charal, qui veut nous faire, qui lui souhaite qu'on esquive le sujet. C'est-à-dire, on ne parle pas de la question animale. Il le dit, ils investissent des sommes considérables de façon à faire oublier le lien entre la viande et l'animal qui a existé avant. Le moins ils en parlent, le mieux ils vendent. Alors si on regarde les budgets publicitaires, parce que pour nous faire oublier ce lien, en fait, on est un peu matraqué de publicité. Moi, je me rappelle d'une intervention que j'avais faite à la télévision. Il y avait une coupure pub au milieu. C'était une chaîne d'information continue. Donc, j'expose les souffrances qui sont infligées aux animaux. Panneau de pub. Il y a eu, je pense, 3-4 marques de viande, de lait, etc., qui étaient présentées, donc des budgets publicitaires assez importants, et on s'y est intéressé. Et les budgets publicitaires de toutes ces entreprises, alors évidemment, McDo, Nestlé, c'est des énormes, mais même si on regarde Charal, c'est 17 millions d'euros par an qui sont investis, c'est juste leur budget de communication. Et Interbev, c'est l'interprofession des éleveurs bovins, qui ont leurs propres intérêts à défendre. Eux, c'est 25 millions dans la communication. Si on compare au budget total de L214 en 2017, 2016, 2017, on n'a pas fini les comptes, mais le budget total de L214, c'est 3 millions d'euros. Alors, ce qui peut nous paraître énorme, mais dès qu'on regarde les budgets des autres, on se rappelle qu'on est quand même rikiki. Le bien-être animal. Alors, tu as dit tout à l'heure, on allait parler de bien-être animal. En fait, nous, en nous intéressant aux conditions de vie, de transport, de mise à mort ou de pêche des animaux, on a de plus en plus de mal à parler de bien-être animal. Alors, on va en parler parce qu'on va s'adapter aux personnes à qui on discute, mais on ne peut pas parler de bien-être animal quand on fait naître, qu'on élève et qu'on tue des animaux pour les manger. On peut parler de moins pire être animal, mais de bien-être animal, on ne peut pas. Et en fait, pourquoi on nous parle de bien-être animal? Et si vous écoutez les débats à l'Assemblée nationale, il y aura probablement des extraits sur nos groupes sociaux. Quand le ministre parle de bien-être animal, il rappelle combien c'est très très important pour le gouvernement, etc. Et en fait, c'est un écran de fumée. Rassurez-vous, chers amis consommateurs, vous mangez des animaux qui ont été heureux et qui sont allés gentiment se suicider dans les abattoirs. Non, c'est pas ça. Donc on parle de bien-être animal parce qu'on sait, quand on est un dirigeant politique, quand on est un vendeur de produits d'origine animale, que les gens, ils aspirent à manger des animaux qui ont eu une belle vie, qui ont été heureux. Et là, je vais faire une spéciale dédicace à Jocelyne Porcher, qui parle de la bonne vie et de la bonne mort, et que si on donne une bonne vie aux animaux et une bonne mort, alors on peut les manger sans se poser au-delà des questions. J'ai vu un documentaire très récemment sur ce qu'est la bonne vie et la bonne mort. Franchement, moi, j'ai pas envie de ça pour moi-même. Et du coup, l'empathie nous apprend aussi à nous mettre à la place des autres, finalement. Voilà, une bonne mort pendant laquelle on agonise pendant 15 minutes, une bonne mort qu'on n'a pas demandé. Voilà, pour moi, ça s'appelle pas une bonne mort. Une bonne mort, ça peut être éventuellement une euthanasie, quand on est à la fin de notre vie, qu'on n'a plus aucun espoir, qu'on a décidé de mourir. Éventuellement, là, on peut parler d'une bonne mort.
mais certainement pas pour des animaux qu'on tue exprès. Pour revenir sur le lobby, Interbev, lui, intervient dans les écoles. On le sait que c'est aussi le cas pour les écoles de la Fédération nationale de chasse, par exemple, qui va expliquer la nature à nos enfants. Et puis Interbev, vous trouvez aussi ces petites brochures chez le médecin. Et il vous dit où trouver le fer, par exemple, ou des choses comme ça. Donc qui nous incite aussi, Jérôme y reviendra, hein, les professionnels de santé aujourd'hui sont encore assez peu informés sur justement la cuisine altruiste, comment on mange sans faire souffrir au-delà. Les débats à l'Assemblée nationale, c'est en ce moment. Puis nous, on a suivi de très près la commission développement durable, la commission des affaires économiques. Et pour montrer un peu le poids de l'influence des lobbies, on a entendu un député, Thibault Bazin, qui nous remercie, il est célèbre maintenant, qui a dit quand même, pour défendre l'élevage en cage des poules pondeuses, pour dire qu'il ne fallait pas d'interdiction, que l'INRA a rendu les poules joyeuses en cage. Et que ce qu'il y a de bien dans les cages, quand même, c'est qu'il y a plein de copains en bâtiment. Donc voilà, jusqu'où on peut pousser les gens à dire quand même des énormités quand on est sous influence directe des lobbies. Alors la question de la santé, le docteur Jérôme Bernard Pelé nous en parlera plus longtemps tout à l'heure. Donc je ne vais pas m'y arrêter, juste simplement pour dire que aujourd'hui on a plein de solutions au niveau, quel que soit en fait ces modes de vie. Et il y a aussi aujourd'hui l'industrie, l'agro-industrie qui se rend compte qu'il y a un marché à prendre avec le végétalisme et le véganisme, et qui du coup rend ces produits accessibles au plus grand nombre. Voilà, c'est une vraie question à se poser, mais elle est là. Et ce que dit Brigitte là, c'est que il y a quelque chose de complètement aberrant aujourd'hui avec la question de la viande. On voit que les industries sont obligées d'investir des sommes colossales pour maintenir un niveau de consommation de produits animaux. Sur la santé, Jérôme en parlera tout à l'heure, l'implication de notre surconsommation de produits animaux a des effets absolument délétères. Donc c'est pas du tout, et peut-être Gilles aussi en parlera tout à l'heure, c'est quelque chose qui va à l'encontre de l'intérêt général. Et au niveau de l'environnement, il y a un site qu'on a lancé qui s'appelle viande.info, sur lequel vous verrez un certain nombre d'informations, de chiffres. Donc je ne veux pas vous assommer avec ça, mais il y a évidemment plein d'impacts, que ce soit au niveau de l'eau, de nitrates, des gaz à effet de serre, dont on parle beaucoup en ce moment, de la déforestation, des émissions d'ammoniac. C'est-à-dire qu'en Bretagne, ils sont obligés d'investir des sommes pour nettoyer les plages. Il y a même des plages qui sont interdites à cause des algues vertes. Enfin, on en arrive à quelque chose qui est totalement aberrant. Et aujourd'hui, quand un éleveur bovin, surtout la viande bovine, qui est un gros gaspillage de nourriture, quand un éleveur dit « je nourris l'humanité », je suis sûr qu'il est sincère quand il le dit. Mais quand on regarde les faits, en fait, il détruit de la nourriture. Un éleveur bovin, aujourd'hui, en France, la France est le premier pays importateur, par exemple, de soja du Brésil. Alors, il faut rentrer dans le détail, mais si on regarde au niveau global de la civilisation, je crois qu'on a deux tiers ou trois quarts des surfaces agricoles qui sont utilisées pour l'élevage, que ce soit pour le pâturage ou pour l'alimentation des animaux. Et quand on regarde les rapports, suivant les types de viande, que ce soit sur les poulets, bovins, on n'est pas les mêmes choses, mais on peut avoir un gaspillage entre 3, 7, voire peut-être 10 protéines végétales qui sont gaspillées pour faire une protéine animale qu'on pourrait ingérer nous directement. Il y a des petites subtilités, mais globalement, quand même, le bilan est très négatif. Donc, un éleveur bovin aujourd'hui détruit la nourriture. Il ne fabrique pas de la nourriture. Et on a aussi des coûts qui sont cachés. Donc, on en a parlé en santé publique, un petit E de biorésistance qui s'est barré. La question des antibiotiques, c'est comment on élève les animaux en lieu fermé, dans grande promiscuité. Et bien, on est obligé d'utiliser énormément de produits pharmaceutiques, de médicaments, notamment des antibiotiques, même s'il y a eu une diminution là, dernièrement, mais qui est remplacée par d'autres produits qui vont poser aussi d'autres problèmes. On nous parle toujours des antibiotiques, c'est pas automatique, il faut diminuer, mais presque la moitié des antibiotiques qui sont vendus aujourd'hui en France, un peu moins, sont utilisés dans les élevages. Donc c'est juste gigantesque, et on sait à quel point la menace de l'antibiorésistance pèse au-dessus de nos têtes. Et puis pour l'argent du contribuable, il y a ce qu'on disait tout à l'heure, il y a presque la moitié du budget de la Commission de l'Union européenne
qui est utilisé pour la PAC. Des éleveurs ne pourraient pas aujourd'hui simplement vivre de leur métier sans les subventions, qui peuvent aller jusqu'à 3/4 de leurs revenus pour des éleveurs bovins viande. Et là, l'empathie, c'est aussi avec les gens qui travaillent dans les lieux d'exploitation animale. Souvent, il nous arrive de dire, surtout des députés qui veulent essayer de défendre, qui essayent de mettre des mots sur, qui veulent aboutir à ne rien changer, surtout, on essaye de développer des argumentations. Et il y en a une qui consiste à dire que les véganes, par exemple, méprisent les employés d'abattoirs. C'est quand même le monde à l'envers, c'est-à-dire que conduire des employés d'abattoirs, obliger des employés d'abattoirs, parce qu'on est obligé quand même, à un moment donné, dans une situation qui fait qu'on a l'impression qu'on n'a pas le choix, d'autres choix pour les gens qui sont dans les abattoirs, de se lever à 6h du matin, de travailler pendant 7-8 heures dans un lieu bruyant, où il fait froid, un lieu où ça pue, et travailler à la chaîne, attendre 4 heures pour aller faire une petite pause d'un quart d'heure ou 20 minutes et s'y remettre. Aux États-Unis, je crois qu'il y a des employés qui ont des couches parce qu'ils ne peuvent pas aller faire leur pause pipi. Et on nous dit à nous qu'on ne considère pas les employés d'abattoirs comme... qu'on ne considère pas le bien-être des employés d'abattoirs. C'est tout à fait le monde à l'envers. Et donc, je pense qu'on doit, et on a une approche à L214, de considérer non pas des adversaires, non pas des ennemis, mais des gens qui sont dans une situation qu'il faut reconnaître aussi. Les lieux d'abattoir, c'est de la souffrance, évidemment, pour les animaux, c'est de la souffrance aussi pour les gens qui y travaillent très souvent. Toujours à moi, ça ? Ouais. Et donc, ça, voilà, c'est écrit. Donc on a aujourd'hui, on est dans une société où les intérêts privés priment sur l'intérêt général. Et hélas, on ne peut pas aujourd'hui compter sur nos politiques pour défendre l'intérêt général. Les filières d'élevage sont aujourd'hui trop bien installées pour arriver à les déstabiliser. Même si on y arrive, on commence un petit peu à les déstabiliser. Disons qu'on fait entendre une voix un petit peu différente. Effectivement, on a des intérêts privés qui sont très puissants et c'est les intérêts souvent des gros élevages intensifs. Alors, avec plusieurs personnes, on a créé Stop Gavage et puis L214. Et L214, en fait, on le considère comme un outil pour essayer de faire changer les choses. Donc c'est une association déjà qui ne s'occupe pas de tout, malheureusement. On se concentre sur les animaux qui sont élevés et destinés à la consommation alimentaire. Pour l'instant, les animaux terrestres. On espère, on parle de temps en temps des poissons, mais assez peu. On n'a encore pas fait d'enquête sur la question des poissons. On peut espérer que ça va venir bientôt. On a un objectif à long terme qui est la fin de l'exploitation des animaux. Donc, alors ça ne veut pas dire, comme certains de nos détracteurs essayent de le faire croire, qu'il n'y aura plus du tout de vaches, plus de cochons, parce que eux, le lien est vraiment super important. Parce que quand vous mangez de la viande, vous êtes en relation avec les animaux. Donc nous, on conçoit ces relations un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'on n'a rien contre une vache qui broute dans un pré, etc. Enfin, il y a moyen, on le voit, il y a des très beaux exemples de refuges ou d'éleveurs qui ont arrêté d'élever les animaux pour les faire tuer et qui vivent avec les animaux et non pas qui vivent sur le dos des animaux finalement. Donc on est vraiment une association qui se projette dans une société qui met fin à l'exploitation animale. On a beaucoup aimé le livre, par exemple, Zoopolis de Sue Donaldson et Will Kimlicka. Donc voilà, mais on se rend bien compte que malheureusement, il n'y aura pas la révolution du grand soir et que demain matin, tout le monde ne va pas se réveiller en se disant oh, « mais oui, mais c'est bien sûr, arrêtons le massacre ». Du coup, on va se donner des objectifs à court terme, et ces objectifs à court terme... Oh là, et oh... Oui, tu vas trop vite. C'est d'abolir les pratiques d'élevage... Non, c'est celle d'avant. Non ? Celle-là ? Oui, merci. C'est des objectifs à court terme, donc essayer de faire reculer la cruauté qu'on fait subir aux animaux. Aujourd'hui, structurellement, par exemple, laisser ces poules dans les cages pendant 1 an, on sait très bien, aujourd'hui 90% des Français sont convaincus que ce sont des pratiques cruelles. Donc éliminons déjà celles avec lesquelles on est tous d'accord.
Et puis, évidemment, l'objectif à long terme, cette société bienveillante avec les animaux. Et là, tu peux changer. On va parler de la culpabilité. Ah, mais vous nous faites culpabiliser, on se sent coupable. Alors, j'aimerais bien vous raconter l'histoire d'une pomme de terre qu'on appelle Charlotte. Cette pomme de terre Charlotte qu'on a arrachée à la terre, je parle sous le contrôle de Insolente Veggie, on a arraché cette pomme de terre à la terre avec toute sa famille. On l'a épluchée, on lui a arraché la peau à vif sans l'endormir avant. On l'a coupée en petits morceaux et on l'a jetée dans l'eau bouillante. Non content de ça, après on l'a écrabouillée. Mangerez-vous encore de la purée ce soir ? La culpabilité, elle nous appartient en fait. Enfin, c'est un petit peu dans le sens de ce que tu disais. Par contre, notre responsabilité, elle est bel et bien là. Et quand on se sent coupable, c'est peut-être justement qu'on essaye de... ça va nous déclencher des comportements d'évitement finalement. Donc la culpabilité, elle nous appartient à chacun en propre. C'est pas parce que des associations vont vous montrer des chiffres, vont vous montrer des images, que c'est eux qui sont en train de vous dire « Ah, vous êtes vraiment vilain ». C'est pas ça, c'est nous qui ressentons quand on fait un acte avec lequel on n'est pas super à l'aise. La culpabilité, elle nous appartient. Alors avec L214, nous, on s'est dit on va distribuer les cartes. Juste, on va montrer la réalité. Et puis, évidemment, on va faire des propositions, mais notre objectif, c'est vraiment de poser les cartes sur la table. On va montrer, vous reconnaissez Sébastien Je me la pète. Ouais. Voilà, donc essayez d'aller au plus près, essayez d'aller montrer ce qui se passe. Alors aujourd'hui, évidemment, on continue d'aller sur le terrain. On a aussi beaucoup de témoignages qui nous arrivent. Tout à l'heure, on a parlé de la condition des ouvriers d'abattoir. Mauricio Garcia Pereira vient de sortir un livre où il témoigne justement de son vécu en tant qu'ouvrier d'abattoir. C'est pas un livre drôle. Et donc on va montrer le broyage des poussins, on va montrer ces poules dans les cages, on va montrer ces poulets de chair qu'on a fait grossir 4 fois plus vite qu'en 1950. Aujourd'hui, c'est des poussins avec des corps de poulets adultes. On va montrer ces cochons qui ne peuvent ni avancer ni reculer dans leur cage, ces truies, et puis ces porcelets qu'on fait grandir. Voilà, la truie, c'est une machine à faire des petits, la poule, c'est une machine à faire des œufs. Voilà, abattage avec ou sans étourdissement, avec des techniques. Alors on va vous parler d'endormissement. Voilà, si vous êtes asphyxié au dioxyde de carbone, en fait c'est un endormissement. Donc si vous avez vu les images de Houdan, on voit les animaux se jeter dans tous les sens dans les nacelles. Ça c'est une des techniques d'étourdissement, soi-disant pour réduire un peu la souffrance des animaux au moment de leur mise à mort. Il y a aussi le fait de leur transpercer le crâne avec un pistolet à tige perforante de façon à leur faire perdre conscience. Là aussi, un procédé extrêmement violent. Ou alors, ça peut être l'électrocution, donc l'électronarcose, un courant électrique qui vous passe au travers du cerveau. On sait que pour les volailles, c'est peut-être juste une tétanie, juste une paralysie des animaux. Ou alors, abattage sans étourdissement, là, en pleine conscience, un égorgement. Donc, voilà, ça c'est tuer avec respect, tout ça, on nous entend, bien-être animal. Au moment où on a montré les images d'abattoir, il y en a quand même qui ont osé de parler de bien-être animal en abattoir. Exceptionnel. Et puis, les poissons, souvent, on ne se rend pas compte, les poissons ne hurlent pas, mais les poissons aussi sont des êtres doués de sensibilité. Eux aussi, ils ont une vie et quand on tue des poissons, c'est aussi des êtres sensibles qu'on met à mort. Les effets des enquêtes, on essaye d'avoir le plus d'effets possible, le plus d'impact possible. Pourquoi ? Parce que la situation, elle est sérieuse, elle est urgente et on a envie d'en finir le plus vite possible pour passer à autre chose de toute façon. Donc les conséquences, il y a eu des entreprises qui ont fermé. Il y a eu notamment un couvoir, quelques élevages, des chaînes d'abattage ont fermé temporairement ou définitivement. Ça a été le cas par exemple de la chaîne d'abattage des chevaux à l'abattoir de Alès. Ça s'est arrêté. Il y a eu des ruptures de contrat. Matine qui dénonce son contrat avec des élevages de poules pondeuses. Il y a eu des condamnations, couvoirs, abattoirs. Il y a eu une commission d'enquête parlementaire avec une proposition de loi qui n'est pas arrivée jusqu'au bout. Et aujourd'hui, peut-être ce soir, sera discuté un amendement qui demande le contrôle vidéo dans les abattoirs, aussi la présence d'un vétérinaire en continu sur les chaînes d'abattoirs.
Alors Olivier Falorni, qui s'occupe justement, qui a fait cette commission d'enquête et tout ça, c'est un des députés qui s'active absolument justement sur une fin de vie dans la dignité. Donc voilà, effectivement, tout est lié quelque part. Donc effectivement, voilà, mais moi j'ai dit tout à l'heure, nous on est une association sectorielle, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire prendre conscience de choses qui arrivent aux animaux, et souvent les animaux justement passent en arrière-plan, et on nous dit mais oui, mais il y a des guerres, etc. Les animaux comptent aussi pour eux-mêmes. Évidemment, ce qui se passe ailleurs dans le monde, j'ai pas fait partie de la Croix-Rouge pendant plusieurs années, sans me rendre compte aussi qu'il y a énormément de souffrance chez les êtres humains aussi. L'effet des enquêtes aussi, c'est que tout le monde en parle, donc tout le monde en parle. C'est une question qui devient une question de société. Et du coup, juste oui, vraiment pour terminer, on essaye de montrer les choses, mais on essaye aussi de faire des choses. Donc on a des actions express. Donc pour toutes les personnes qui veulent s'engager aujourd'hui avec Internet, les réseaux sociaux, on peut vraiment agir très très fort. On a une communauté d'ailleurs qui est vraiment très active. Donc on peut s'inscrire sur ces actions-là. On a une autre campagne qui consiste à essayer de pousser la restauration à proposer au moins un menu végétal dans les restaurants, c'est-à-dire pas avoir simplement des restaurants végétariens, mais aussi dans les restaurants classiques, d'essayer de les pousser au moins, offrir cette alternative. Il y a un enjeu énorme sur l'accessibilité de ces produits. On a un site internet pour essayer d'accompagner les gens qui veulent végétaliser leur alimentation. Ça s'appelle Vegan Pratique. Et sur Vegan Pratique, vous pouvez vous inscrire à un Veggie Challenge. Et sur le Veggie Challenge, vous recevrez pendant 21 jours une lettre avec une vidéo, avec des recettes, avec des menus. Et voilà, ça c'était la petite pub qu'on avait mis. Il n'y aura pas de sang, mais il y aura peut-être des larmes. Et qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le site Politique et Animaux, qui est une autre chose qui est pour visibiliser justement l'action des politiques, pour qu'au moins, parce que les gens sont très sensibles à la question de politique, mais il faut qu'on sache quelles sont leurs prises de position. On est en train de développer des interventions dans les écoles avec Dominique Hofbauer, ici, qui a travaillé pendant longtemps à Gaïa pour intervenir dans les écoles et qui est en train de montrer du matériel et qui est vraiment extraordinaire. Et on a un réseau déjà pour Vego Resto, donc pour essayer partout en France, dans les plus grandes villes, pour essayer d'avoir, même des plus moyennes villes, pour essayer d'avoir des alternatives. Et aussi un réseau militant, donc on a une 50aine de groupes aujourd'hui qui relayent dans la rue. Donc c'est vraiment un mouvement super actif aujourd'hui en France, et il y a plusieurs actions par jour en moyenne, on doit être en plusieurs centaines. Aujourd'hui, je crois qu'il y a entre 20 et 30 actions, 26 actions, compteurs animaux, et très bientôt. La marche pour la fermeture des abattoirs à Toulouse le 2 juin et à Paris le 23 mai. C'est un point d'orgue un peu, c'est un moment aussi militant assez fort, où on ose affirmer haut et fort que oui, on veut en finir avec cette ère des abattoirs. 23 mai ? Non, 23 juin, pardon. 23 juin. Là, 2 juin et 23 juin. 2 juin à Toulouse, 23 juin à Paris. Et donc, ce qu'on cherche à provoquer, en fait, c'est une révolution, puisqu'on change complètement de point de vue, on change complètement de rapport avec les animaux. C'est doux, mais on aimerait bien que ce soit rapide. Et c'est pour ça qu'on met un peu le paquet. Et réfléchir au futur ensemble, c'est-à-dire avec aujourd'hui les gens qui vivent de l'exploitation animale, réfléchir, imaginer le monde de demain, un monde où on n'exploite plus les autres animaux, où on vit en bonne intelligence sur cette planète. C'est pas la peine d'aller chercher l'intelligence ailleurs si on n'arrive même pas à se rendre compte combien il y a d'êtres sentients, intelligents, conscients autour de nous. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est votre nouvelle place. D'abord, merci pour votre intervention. Je me souviens d'une phrase de Coluche qui disait il suffirait qu'on arrête d'acheter tel produit pour que ça ne se vende plus. Et quelque part, c'est la solution. Si vous êtes tous là, j'espère que vous êtes sensibles. Moi, j'ai l'impression qu'on a été vraiment conditionnés à manger de la viande, à nous faire croire qu'en fait, il y a comme une espèce... Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai eu ces dernières années, c'est d'avoir été entretenu dans un immense mensonge, en fait, par rapport à la viande. Oui, on a sur les petits pots de bébé, parce qu'on a introduit la viande vers 7, 8, 9 mois, à peu près. Sur les petits pots de bébé, on a des dindes qui font la farandole, par exemple, ou dans les boucheries, on voit des petits cochons qui font des roulades.
Et on a un ami justement, Dominique, qui s'occupe de l'éducation, qui avait... c'est un lapin. Et un lapin de compagnie auquel il tenait. Et puis on lui a présenté, on a mis... le lapin a été tué et consommé par la famille. Et on lui a dit que c'était un poulet. Et il s'est rendu compte plus tard qu'il y avait 4 pattes. Et ça l'a perturbé. Donc ce mensonge-là, je pense que ça résonne beaucoup. Et quand je vois moi des enfants qui arrivent des fois à 6-7 ans à faire ce parallèle, ce lien, quand je vois moi à quel point j'étais loin de poser des questions, je trouve ça tellement admirable. Et il y en a beaucoup. Et ils n'ont pas forcément le choix dans leur famille ou dans les restaurants scolaires d'ailleurs de pouvoir juste exprimer, vivre en accord avec leur conscience. Alors vous avez dit une chose à la fin qui me semble très importante aussi. Vous voulez mettre un coup d'accélérateur parce que évidemment ça suffit quoi. Il y a assez de souffrance, il y en a même trop, il y en a toujours eu trop d'ailleurs, et là ça devient insensé puisque nous aussi on voit régulièrement les chiffres, c'est quelque chose d'invraisemblable. Alors par le passé, ça fait très longtemps que les êtres humains mangent d'autres animaux. Mais là, il y a l'industrialisation qui fait que ça s'est encore accéléré. La moyenne, c'est 3 millions d'animaux qui sont tués tous les jours dans les abattoirs en France. Et avec une règle de 3, on se rend compte que ça monte à peu près 50 millions juste pour la France d'animaux qui sont tués si on compte les animaux aquatiques. C'est juste complètement fou. Ces chiffres, le nombre de vies brisées que ça représente. Ouais. Alors j'en profite justement, ça me permet de rebondir sur un point qu'on a oublié de développer d'ailleurs dans Planète Altruiste, parce que ça c'est une des branches qu'on veut absolument développer, c'est justement de faire en sorte justement qu'on se soutienne tous mutuellement les uns les autres, et là je pense aussi aux associations. Trop d'associations, je trouve, travaillent seules dans leur coin en rencontrant de grandes difficultés. Si aujourd'hui on s'unit tous, on se réunit tous, avec chacun ses caractéristiques. Et que, justement, chaque fois qu'il y en a un qui est une association, qui a une action, qui a besoin, demain, d'être soutenue, elle a besoin de monde, elle a besoin d'être entendue, eh bien, toutes les autres associations peuvent intervenir et dire « Attendez, nous, on vous envoie vos contacts, on leur dit, on vous soutient. Et vous faites la même chose de l'autre côté. » Je pense que demain, si on prend conscience de ça, on a un pouvoir absolument immense. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps de s'unir et d'arrêter chacun de travailler dans son coin. On est beaucoup plus fort que ça. Et plus on sera capable de se réunir. Il ne s'agit pas, pour nous, contrairement à ce qui a déjà été fait, de fédérer les associations, mais au contraire, de préserver l'identité de chaque association, mais de dire, voilà, demain, justement, vous lancez une action, on sort dans la rue, on prévient les autres associations et on y va tous ensemble aussi. Et là, ça peut se faire. C'est extrêmement facile à faire. Il suffit juste de dire oui, on y va, et on s'unit les uns les autres. Personne ne perd son identité, parce que je me suis rendu compte quand on a lancé ça, il y a eu beaucoup de retenue de la part de certaines associations, parce qu'elles avaient peur de perdre leur identité. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire, c'est de vous donner de la puissance et d'aller justement, d'agir de manière beaucoup plus impactante. Vous nous avez donné un coup de main, nous on fait la même chose et on vous envoie et on peut faire grandir comme ça chacun des mouvements qui existent. Et ça peut être quelque chose d'extraordinaire. Donc je vous invite vraiment à y penser parce qu'à mon avis il y a beaucoup de choses et là on peut donner vraiment un grand coup d'accélérateur. En même temps, par rapport à ce que vous proposez, et on parlait justement de l'unité et de l'union, nous avons au sein des intervenants l'association Le Parti Animaliste avec Isabelle. Lorsque vous parliez justement de l'action politique, est-ce qu'Isabelle pourrait dire quelques mots justement par rapport à ce que vous faites dans votre parti? Parce que j'ai pu lire que vous êtes sur tous les schémas. Effectivement, on est encore dans la question animale, mais la question animale est importante. Si on ne prend pas soin de l'animal, comment peut-on prendre soin de l'humain quelque part? Donc Isabelle, est-ce que tu peux nous dire quelques mots par rapport à votre programme, à ce que vous souhaitez faire et comment est-ce que vous souhaitez, vous de votre côté, intégrer la question animale avec la vie humaine, pour qu'on vive dans une société plus meilleure. Donc, bonjour à tous. Concernant le programme, nous avons évidemment beaucoup de mesures.
certaines totalement directes par rapport aux animaux, comme par exemple créer un ministère de la protection animale, abolir la corrida, les techniques les plus cruelles d'élevage, d'abattage. Bon, là, on est vraiment purement animal. Et puis, nous avons des mesures qui sont peut-être plus, je dirais, à la frontière entre l'animal et l'humain. Alors, par exemple, parmi nos mesures, nous proposons de réduire la consommation des produits d'origine animale, donc réduction de 25% d'ici 2025. Donc, bien évidemment, ça a un impact direct sur les animaux, mais pas uniquement sur les animaux, puisque là, on va le voir avec Pablo, de toutes les façons, et puis ça a déjà été abordé tout à l'heure par Brigitte et Sébastien, et clairement, il y a un impact sur l'environnement de façon extrêmement importante, sur la santé, Jérôme aussi va en parler, et au-delà, si on améliore, en tous les cas, si on a un moindre impact négatif sur l'environnement, bien évidemment, l'humain va en profiter. C'est complètement logique. Après, il y a aussi, si on agit contre la souffrance animale, quelque part, on va agir pour proposer un monde meilleur, un autre monde. Et là, inévitablement, l'humain aussi va en bénéficier. On sait très bien aujourd'hui qu'il y a un lien qui a été clairement établi entre faire souffrir les animaux et la souffrance qui va être aussi faite par rapport aux humains. En fait, c'est la même... quelque part, il y a presque une anesthésie de ce que des actes qui vont être commis, qu'ils soient envers les animaux ou envers les humains. Et agir vers l'un va obligatoirement permettre dans le même temps d'agir vers les autres. Merci Isabelle. Alors maintenant, on va accueillir, si vous êtes d'accord de rester avec nous, on va accueillir quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Jérôme, merci, qui est Jérôme Bernard Pellet, qui d'ailleurs a accepté de devenir notre conseiller scientifique. Est-ce que vous auriez un petit mot à dire à propos de Jérôme pour l'accueillir justement? Bien. Non, Jérôme, on a eu la chance, nous aussi, de le croiser plein de fois. C'est lui qui a accepté de relire Vegan Pratique, donc qui nous permet d'avoir des informations justes, fiables, sur notre site internet. Il intervient brillamment dans les médias, justement, pour défendre l'idée qu'on peut manger végétalien sans mourir demain matin, et donner des conseils adaptés, nous alerter sur... comment bien manger, puisque effectivement c'est un changement d'habitude, donc voilà, comment prendre de bonnes habitudes et tout ça, et avec toujours rigueur, en s'appuyant sur des références scientifiques incontestables. Donc voilà, nous c'est plein d'admiration. Oui, nous aussi. Hein. Oui. Le problème de Jérôme, c'est qu'il est tout seul et qu'il n'est pas assez. Il faudrait le cloner. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, nous, on a été vraiment touchés. On va vraiment l'accueillir là maintenant. Mais nous, on a été touchés par ses connaissances, sa curiosité, son ouverture d'esprit. C'est quelqu'un d'absolument extraordinaire. Et je vous demande de l'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements.